s'appelle maintenant Jean-Michel. Donc, tous ces gens-là ont passé leur thèse. Et Jean-Michel arrive en 86 euh, pour venir faire sa thèse sur ces boîtes C'est la optiques. flèche en bas. Et il est co-auteur de Jean-Yves en C'est la 94 flèche qui est là. sur D'accord. ces Là, là. fameuses boîtes quantiques. Non, c'est là. Là. Bonjour à tous, merci beaucoup Véronique pour l'introduction. Merci beaucoup Ariel pour l'organisation et tous les collègues pour l'organisation de ces magnifiques journées. J'ai beaucoup entendu dire les uns et les autres, c'est marrant, mais on a l'impression d'être en famille. Et c'est vrai en fait, parce que tout ce dont on parle, eh bien on l'a construit ensemble en collaborant les uns avec les autres, en échangeant au fil des ans. Et ça a été et ça a été une aventure collective fabuleuse. Euh, Moi, j'ai travaillé au CNET de 86 jusqu'à 2001, pendant 15 ans. Après ça, je suis allé à Grenoble pour m'occuper au départ d'un laboratoire de nanostructures semi-conductrices et travailler sur d'autres matériaux, les 2,6, les nitrures, avant de revenir à l'artilleur de gallium et à Inès, mon grand amour. Bon, alors, j'ai travaillé donc avec Jean-Yves pendant 10 ans, de mon arrivée pour mon stage de DEA jusqu'au départ de Jean-Yves pour prendre la direction du L2M à 100 mètres à vol d'oiseau. Et cela dit, ça a beaucoup changé notre relation, puisque, du moins, la fréquence de nos discussions, puisque j'ai été dans le même bureau que Jean-Yves, en face de lui, pendant 10 ans. Et ça a été voilà, 10 années exceptionnelles en termes d'échanges. Et voilà, donc vous avez ici l'endroit où les échantillons étaient fabriqués, au rez-de-chaussée de ce bâtiment A. Et le bureau de Jean-Yves et notre bureau était au deuxième étage, dans l'autre aile, et avec le labo d'optique qui était juste en face de l'autre côté du couloir. Et donc, je En fait, j'ai eu beaucoup d'émotions il y a quelques mois en retrouvant un document collector que j'avais sauvé au moment de déménager. J'étais tombé sur le rapport de stage de TEA de Jean-Yves. Jean-Yves donc avait fait son stage à l'École normale supérieure chez Michel Vos et avec Paul Voisin. Et donc, il remercie très chaleureusement les collègues. Et il les remercie très chaleureusement. Pourquoi? Eh bien, parce que on lui a donné de quoi bidouiller dans le labo, monter monter une manip et avoir le plaisir de travailler ces échantillons et de comprendre. Voilà. Et en fait, eh bien ça, j'étais super content de trouver ça parce que on voit aussi le Jean-Yves tout jeune qui cherche ses marques tel que je l'ai jamais connu. Parce que moi, je suis arrivé 6 ans après et il était déjà très, très costaud sur ses bases et très, voilà, très directeur de thèse quelque part, hein. Et donc, je l'ai, voilà. Et voilà, voir ça, voir la façon dont il formule les choses et ses remerciements, j'ai senti infiniment proche du jeune Jean-Michel qui avait commencé 6 années après. Voilà. Et donc, dans ce petit texte, vous voyez en fait que il parle des semi-conducteurs. Et après ce stage lui a tellement plu que ben, il a décidé de bosser sur les semi-conducteurs et de continuer à utiliser les techniques pour explorer les propriétés des semi-conducteurs. Donc, pour vous, Anaïta, vous savez, Sina, je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est beau, les semi-conducteurs. Je vais prendre quelques minutes pour ça, parce que je pense que c'est très important. Et moi, si j'ai découvert ça à des cours de Sapoval, Alix, quand on m'a montré les propriétés des semi-conducteurs pour la première fois, j'ai été scotché, je suis tombé dedans aussi. Alors, donc, à la suite de ça, donc, Jean-Yves a décidé de faire ça, faire sa thèse au CNET. Alors, bon, les propriétés des matériaux, de la propriété de électronique ou optique, elles sont liées aux propriétés des électrons.
Et les électrons, en fait, ils peuvent avoir une énergie qui est très, très différente selon le milieu où ils sont. Si vous avez un électron dans le vide, c'est un peu comme une bille, vous pouvez la balancer à n'importe quelle vitesse. Donc, un électron dans le vide, il peut avoir n'importe quelle vitesse, n'importe quelle énergie. Un électron autour d'un atome, c'est très, très différent. Parce qu'il est coincé autour du noyau, il ne peut prendre que certaines valeurs bien définies de l'énergie. C'était une des toutes premières conclusions des études de mécanique quantique, une des grandes premières réussites de la mécanique quantique. Et puis, vous avez un cas intermédiaire, c'est celui où l'électron est dans un solide. Et là, de façon très bizarre, en fait, l'énergie de notre électron, elle ne peut prendre que certaines valeurs particulières. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de... Ah, zut. Oh là là. J'aurais bien aimé avoir un pointeur. Non, c'est bon? En haut? Ok, là c'est bon, alors pointeur, 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 merci. C'est super. C'est super. Alors, ça, c'est vraiment explosif cette chose, hein. C'est de la très haute technologie, ça me dépasse. Alors, dans un solide, les énergies possibles, vous voyez, elles appartiennent à certaines plages. Il y a des plages autorisées et des plages interdites. Alors, un semi-conducteur, c'est un matériau particulier dans lesquels, quand on met les électrons dedans, quand on remplit le matériau avec ces électrons, eh bien, en fait, certaines plages, certaines bandes là, sont complètement remplies et celles du dessus sont complètement vides. Et ça conduit à des propriétés très marrantes. Par exemple, vous voyez que si je veux, euh, si j'aurais de la lumière sur ce matériau, eh bien, en fait, si l'énergie de la photon est trop petite, elle ne sera pas assez grande pour faire passer l'électron qui est de cette bande à cette bande. Donc, la lumière rouge, là, elle va passer à travers. Ça sera complètement transparent. Par contre, si jamais je prends un électron plus énergétique, hop, l'électron, il va pouvoir grimper à l'étage. En redescendant, il va avoir envie de redescendre cet électron. Et vous voyez qu'il va émettre de la lumière à une couleur très bien définie qui correspond ici à cette distance entre les deux bandes. Et c'est pour ça qu'on utilise les semi-conducteurs pour faire de magnifiques diodes électroluminescentes avec des couleurs très bien définies. C'est pour ça aussi qu'on peut faire des lasers, parce que toutes les paires électrons-trous qu'on injecte dans le semi-conducteur, elles ont envie de travailler à la même fréquence. Donc c'est très très favorable pour réaliser des dispositifs émetteurs de lumière de façon générale. Voilà, donc c'est pour ça que les semi-conducteurs sont de très beaux matériaux. Alors, on a parlé ce matin des semi-conducteurs disponibles, le fait qu'on peut fabriquer des alliages pour étendre les gammes de fréquences, de couleurs possibles pour l'émission des semi-conducteurs. Euh, on a aussi, alors la dernière notion que je voudrais introduire, c'est ce qui conduit au puits quantique et aux boîtes quantiques, c'est la notion d'hétérostructure. Si vous avez un semi-conducteur massif, comme l'a expliqué Franck, les atomes sont tout bien rangés. L'univers pour l'électron est vraiment d'un morne absolu, hein, c'est morne pleine. Par contre, si vous mettez côte à côte deux matériaux, eh bien, vous voyez que l'électron va sentir, en fait, qu'il peut quitter sa morne pleine du matériau de grande bande interdite ici pour passer dans le matériau voisin. Voilà. Et en fait, tout se passe dans ce problème comme si, tiens, c'est curieux, comme si comme si l'électron voyait en fait une sorte de marche d'escalier, hein. C'est vraiment la bille là, qui roule sur la table et puis pouf, qui tombe par terre, simplement parce qu'elle a envie d'abaisser son énergie potentielle. Voilà. Eh bien, on peut jouer avec ce concept d'hétérostructure à l'infini. Si vous associez les matériaux semi-conducteurs les uns avec les autres, dans une, deux, trois dimensions, eh bien, vous allez pouvoir définir à volonté le profil de potentiel, les vallées et les collines vues par l'électron. Ça va changer radicalement ses propriétés. Et ça, cette capacité qu'on a avec les autres structures à faire de l'ingénierie du paysage de l'électron, c'était quelque chose qui fascinait Jean-Yves. Jean-Yves n'a jamais fait de fabrication, il n'a jamais fait de croissance, mais il était fasciné par le potentiel de la croissance et de la technologie pour ingénierer, pour structurer ce potentiel vu par les électrons et donc les propriétés de l'intérieur. Alors, donc ce concept, vous savez que
On peut aller jusqu'au régime où les structures sont très très petites, sont définies à l'échelle du nanomètre, et on peut fabriquer ce qu'on appelle des fils quantiques, où l'électron peut encore se balader dans le plan, mais est coincé verticalement, des fils quantiques où il n'a plus qu'un degré de liberté, et des boîtes quantiques, ici l'objet qui nous intéresse, pour lequel l'électron est confiné dans toutes les dimensions. Et ça donc, change radicalement donc les propriétés de notre électron. Par exemple, sur un puits quantique, vous prenez une boîte de chaussures et vous prenez une bille. Votre bille, vous pouvez la mettre n'importe où, on est d'accord, et avec une vitesse nulle. Une particule quantique, vous ne pouvez pas connaître précisément à la fois sa vitesse et sa position. Donc, quand vous mettez en fait un électron dans un puits quantique, il va être partout à la fois, avec une certaine probabilité de présence très, très particulière, non uniforme. Et on verra tout à l'heure que, en fait, cette prédiction très bizarre, par exemple le fait que dans le deuxième niveau, ici, l'électron ne soit jamais au milieu, puisse pas être au milieu, eh bien, ce sont des choses qu'on a prouvées expérimentalement avec Jean-Yves. Et c'est, je pense, peut-être la deuxième alors manip qu'il a préférée dans sa carrière. Dernier point, si on fait une boîte quantique, eh bien, on coince les électrons dans toutes les directions. Et dans ce cas-là, en fait, eh bien, c'est exactement pour l'électron autour du noyau dans l'atome. Il va avoir cette boîte quantique, l'électron va pouvoir prendre uniquement des états électroniques discrets. Et donc, si tout se passe bien, on s'attend à avoir une énergie, des raies d'émission parfaitement fines, parfaitement bien définies, comme c'est le cas pour les structures, pour les atomes tout court. Et c'est pour ça que on envisage, à l'époque, on se disait, voilà, une boîte quantique, ça va être une sorte d'atome artificiel, on va étendre le tableau de Mendeleïev, on n'a que 100 éléments dans le tableau de Mendeleïev, mais là, on peut faire des atomes de taille contrôlée, et donc, on étend à l'infini le tableau de Mendeleïev, c'est quand même assez fabuleux. Oui, mais je veux bien, oui, merci. Je vais en prendre deux, oui, j'en prends. Merci, c'est bon. C'est bon. Bien, bon, donc je vais passer sur ce qui suit. Donc vous savez donc que Jean-Yves, dans un premier temps, ça a été super bien expliqué par Léon, merci Léon, c'était super, et par Franck. Jean-Yves, dans un premier temps, a travaillé donc, sur les super réseaux contraints, et donc, et, euh, et donc, comme je disais tout à l'heure en commentaire, c'était principalement au départ donc, pour étendre la gamme des longueurs d'onde couvertes à partir du matériau GAS. En rajoutant de l'indium, on décroît la bande interdite, on change la couleur vers l'infrarouge, mais on va ajouter de la contrainte fatalement parce que le paramètre de May est différent. Ça a été super bien expliqué. Donc, j'avance un peu. Léon nous a présenté et surtout donc, ce papier ici sur l'identification d'un type mixte pour l'alignement de bandes de valence, ça, c'est un résultat qui a été cité de 200 fois à peu près, parce que en fait, il y a d'autres systèmes de matériaux pour lesquels ce type de configuration mixte a été également observé. Donc, c'était vraiment une belle avancée pionnière à l'époque. Donc, on en vient au papier donc de Léon. Et donc j'avais donc ici là, il me semble pas me tromper, hein. Je crois que c'est vraiment le premier. Et donc on a non seulement la date de naissance des boîtes, mais on a aussi la minute, hein, parce que dans cette maternité, on faisait les choses très très bien. On savait exactement à quelle heure les bébés naissaient, hein. Voilà, donc le papa avait bien fait les choses. Et donc, il nous a très très bien expliqué ce qu'il a vu, cette transition graduelle à un mode de croissance tridimensionnel. Et donc, je n'y reviendrai pas. Ça a été dit aussi par Franck, il y avait déjà des gens qui avaient publié sur le passage d'une croissance bidimensionnelle à tridimensionnelle pour les couches très contraintes. Et c'est la référence 1 du papier de Léon. Et en fait, moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça a été dit, c'était la corrélation des techniques, le fait d'apporter tous ces résultats en parallèle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la conclusion. Alors, dans cette conclusion, c'est vrai qu'il n'y a pas le mot cohérent, et par contre, je vois quand même que on nous dit que on maintient un matériau de bonne qualité, et puis surtout qu'il y a une puissance donc spécifique et très intense.
Ces structures sont d'intérêt pour étudier les objets de basse dimensionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on sent ici? Alors, Jean-Yves, j'ai beaucoup parlé avec lui de cette conclusion, et donc, je pense vraiment pas me tromper là. C'est clair que on lit là, on sent qu'il y a l'identification du fait que ces objets bizarroïdes vont être des bons objets zéro-dimensionnels. Ils seront intéressants à étudier. Et vous voyez aussi qu'il n'y a aucune suggestion d'application. Et il y a une bonne raison pour ça. La bonne raison pour ça, c'est que quand on faisait deux, trois échantillons différents, eh bien, ces échantillons n'émettaient pas aux mêmes longueurs d'onde. Ça ne paraissait pas très reproductible. Additionnellement, l'arrêt d'émission était très large, comme nous l'a dit Léon. Et en fait, ça, quelle que soit l'origine de cet élargissement, ça n'est pas bon, pour les lasers notamment. Alors, dans le papier, évidemment, les collègues connaissaient très bien la proposition initiale d'Arakawa et Sakaki, le fait que si on a des boîtes quantiques et des états discrets, on va bien mieux utiliser les paires électrons-trous injectés parce qu'elles vont toutes travailler à l'énergie alors qu'elles sont réparties thermiquement lorsqu'on est dans un puits quantique. Et donc, mais ça, pour avoir ça, il faut que toutes les boîtes travaillent exactement à la même énergie. Ça veut dire, à cause du effet de confinement quantique, qu'elles apportent toutes exactement la même taille. C'est très, très, très exigeant en pratique quand on est en train de faire des objets de taille 10 nanomètres, d'avoir une précision dans la fabrication à l'échelle de 10%, hein. Donc, en 85, en 85, ça paraissait complètement hors d'atteinte pour Jean-Yves, pour tout le monde, en fait, hein, pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que c'est resté, quelque part, un petit peu un sujet de curiosité. Et donc, si vous regardez l'impact du papier de Léon au cours du temps, papier qui va tranquillement aller vers les 1000 citations, ce papier, en fait, a connu son heure de gloire tardivement. Tous les papiers montent et puis après ça décroissent gentiment dans leur taux de citation par an. C'est la vie naturelle d'un papier standard. Mais vous voyez que là, il y a ce que j'appelle l'âge sombre des boîtes quantiques. Elles sont vachement intéressantes, mais en fait, personne ne l'a encore compris. Ça rayonne pas du tout. Voilà. Bon, et bien, on va voir en fait ce qui s'est passé pendant ces 10 années d'âge sombre des boîtes quantiques. La principale raison pour laquelle cet âge sombre existe, c'est parce que dans la communauté, les gens croyaient au pouvoir des outils de nanofabrication en salle blanche. La, la nanofabrication avait été tellement fructueuse pour la fabrication de circuits électroniques avancés que la communauté était absolument persuadée que pour la photonique, ça serait la même chose. Et en fait, au cours du temps, on s'est rendu compte que non. Finalement, l'approche Léon Glass-Marzin, Charles Leroux était en fait bien meilleure pour faire des boîtes. Mais on ne savait pas non plus encore que c'était vraiment des boîtes. Alors, je vais revenir à ça. Donc, j'arrive en février 86, un an après la publication du pied. Euh, et donc c'est intéressant de voir quel sujet de thèse me propose Jean-Yves. C'est Michel Vos, d'ailleurs, qui m'avait envoyé voir Jean-Yves. Et il faut quand même que je vous dise que j'ai failli pas faire ma thèse avec Jean-Yves. Parce que la première fois que je prends rendez-vous avec lui, je suis mal tombé. Figurez-vous que son laser à colorant était déréglé. Donc, je rentre dans la salle de manip, je commence à essayer de piapiater un peu, quoi. Et il me répondait par oui, par non, ou par grumpf. Ensuite, je me promenais du côté des lasers, parce que j'étais aussi intéressé par les lasers. Puis je fais un peu les couloirs du CNET, et franchement, à l'époque, les locaux étaient très défraîchis. Et donc, je me dis, mais jamais je vais revenir dans cette boutique, hein. Et j'attends quelques semaines, et je retourne voir Michel Vos, qui me redit, ah, Michel, mais non, je t'assure, c'est vraiment un gars très bien. Il est très fort, tu verras, tu le regretteras pas. Et j'ai fait confiance à Michel Vos, et donc j'y retourne. Et là, j'ai envie d'être un peu mieux luné. Et voilà.
on a pu comme ça définir un stage de DEA et et j'ai pu avancer avec lui et définir mon sujet de thèse. Alors, mon sujet de thèse, c'était étude optique des propriétés électroniques, de matériaux, de structures très contraintes INS-GS. Et, et au départ, on devait recevoir des échantillons des États-Unis, de Maria Tamargo. On en recevait au compte-gouttes via Michel. Et en fait, ils étaient vraiment très, très mauvais. Très mauvais. Nous piétinions. Et un jour Jean-Yves dit ah, Michel, ça t'intéresserait de faire de l'épitaxie? Et moi, j'ai dit oui tout de suite. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tous les jours, j'allais au café, le café d'en face. Il était hors de question de prendre le café à la cantine du CNET, il était pas bonne. Il fallait en face, donc avec Daniel Paquet, avec Bernard Jusserand, Jean-Yves et moi. Et, et, euh, et ça discutait, et ça planait très, très, très haut. Moi, je venais d'arriver, j'y comprenais que pouic, notamment quand Daniel Paquet se mettait à parler de calcul ab initio sur GRS. J'étais complètement largué, très, très impressionné par le très haut niveau de tous ces gens. Et la grande question qui poussait, c'était, mais qu'est-ce que je vais apporter à des mecs de ce niveau-là? Et donc, quand j'ai eu cette opportunité, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, là, tu as ta carte. Et il se trouve que je suis tombé complètement amoureux de la croissance épitaxiale. Et notamment grâce à Maurice Quillac qui m'a initié et on a passé des moments extraordinaires dans la galère autour de ce bâti d'épitaxie avant de réussir à faire de bons échantillons. Et donc, mon sujet de thèse, vous voyez, a été complété pour devenir croissance épitaxiale, blablabla. Et en fait, en d'autres mots, si vous voulez bien décoder, ça veut dire, s'il te plaît, Jean-Michel, fais-moi des structures bidimensionnelles de très haute qualité. Bidimensionnelles. Alors, en plus, Jean-Yves était en train de terminer sa thèse d'État. Il avait besoin d'échantillons complémentaires car Léon était parti à ce moment-là. Et donc j'ai fait dans ma thèse aussi mes premiers échantillons à boîte quantique en vue d'expériences complémentaires que Jean-Yves voulait faire, notamment des mailles résolues en temps et puis surtout la spectroscopie d'absorption pour vérifier que émission et absorption se correspondaient bien. Ok, alors donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui fait que je fasse en fait? Et ce qui fait que je fasse, notamment, c'était en effet, Franck l'a bien dit, des alliages, pardon, des super réseaux contraints compensés INSGS. Donc là, c'était sur INP dans mon cas, de façon à ce qu'on ait de la tension et de la compression qui se compensent. Et c'était pour avoir quelque chose qui se substitue à l'alliage désordonné INGS, qui est l'alliage de base vraiment pour les lasers sur INP, hein. Donc voilà, donc l'idée c'était ça. Alors, dans un premier temps, j'essaie de reproduire ce qu'avait fait Maria Tamargo, je fais de la MBE, et ça donne ceci, où vous n'arrivez pas à voir le super réseau, et puis vous voyez qu'il y a des grumeaux ici. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme l'ont montré Léon et Franck, en fait, quand vous avez une structure contrainte, vous avez une rugosification croissante. Si vous avez déjà un petit grumeau à un étage, ce petit grumeau distord la surface, et donc vous allez avoir ici un plus gros grumeau d'INS qui va venir se mettre au sommet. Et tout ça va passer à une croissance franchement tridimensionnelle. Donc, en fait, eh bien, j'ai finalement réussi à faire des objets de ce type. Et en fait, Jean-Yves m'avait envoyé en conférence de croissance, et en me disant, surtout, tu parles bien aux gens, hein. Oui, oui, d'accord. J'avais besoin d'être un peu boosté. Donc, donc je le fais. Et la première personne que je vais voir, c'est Monsieur le professeur Plog, famous German professor. Et je lui dis, voilà mon sujet de thèse. Quel est euh, le silly guy qui vous a proposé ce sujet? Je dis rien, je ne dénonce pas mon chef, je fais ça. Et donc je vais voir quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre,
un chercheur japonais fabuleux, Hiro Munekata, d'IBM, et je lui pose mon problème. Et là, Hiro Munekata s'arrête, prend le temps de répondre, prend le temps de réfléchir. Si j'étais vous, je réduirais au maximum le flux d'arsenic. Je rentre à la maison, je fonce sur le bâti et je mets le flux d'arsenic à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie l'élément 3 et l'élément 5 séparément. Quand on envoie l'élément 3, eh bien, en fait, il a envie de mouiller. Donc, il fait une belle couche toute plate. Ensuite, on envoie l'élément 5, pouf, on ferme et on recommence. Et en fait, ça marche. Alors, évidemment, là, c'est super simplifié ce que je vous... Mais le truc important, c'est que ça marche. Et que non, ça ne marche pas, par contre. Bien, bien. Et donc, voilà, donc on a des magnifiques structures planaires. Le passage à une croissance tridimensionnelle est éliminé, est éliminé, mais ce qui nous reste comme imperfection dans cette histoire, c'est que, en fait, les couches d'INS et GS sont un petit peu mélangées à cause de l'effet de ségrégation en surface de l'indium, dont je vais parler juste après. Mais enfin bon, une partie du contrat était quand même remplie et on a fait des belles manips avec Paul là-dessus pour étudier la structure de bande de cet alliage ordonné. Il y a un bel APL qui est associé à ça, cette collaboration avec les NS, avec Paul et Bernard Soucaille. Euh, alors là, vous avez un transparent collector, parce que c'est une œuvre à quatre mains. Vous avez ici les spectres qui ont été rapportés par moi. Puis ici, là, vous avez Jean-Yves qui a pris mon transparent pour aller en conf, et puis qui a rajouté les petits commentaires, là. Alors là, dans ces transitions, ici, ont été observées à la fois en transmission, euh, excitation de luminescence, réflectivité modulée. On faisait des choses très sérieusement. Et voilà. Et bon, et donc, quel était le but ici, là? Le but, au départ, c'était de faire des plis quantiques ultra minces pour voir notamment si la théorie de la fonction enveloppe était mise en échec lorsqu'on commençait à avoir comme ça un profil de potentiel variable fortement et à courte échelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on regarde en microscopie électronique, ces échantillons où j'avais mis soit une monocouche, soit cette monocouche d'INS, vous voyez en fait que vous voyez les plans atomiques ici, et vous voyez surtout que l'indium est présent sur bien plus que ce qu'on croit. Alors là, on se pose la question, est-ce que c'est de la ségrégation ou est-ce que c'est de la diffusion? Est-ce que ça va que dans un sens vers la surface ou est-ce que ça part des deux côtés? Et pour ça, donc on a une idée. Alors là, je me souviens plus qui a eu l'idée parce que ça, c'était tellement le ping-pong que là, je suis pas capable de me souvenir de ça. Euh, et l'idée, c'était de mettre la monocouche dans un puits quantique. Donc ici, vous voyez le puits quantique, là, une couche d'ALS qui fait la barrière. La monocouche d'ALS a été mise là, à 3 monocouches, 5 monocouches ou 7 monocouches de la deuxième interface. La croissance est dans ce sens-là. Et vous voyez que l'indium se balade, effectivement. Il part de la couche où on a voulu le mettre et zoup, il traîne vers le haut. Donc c'est bien de la ségrégation en surface, en accord avec tout ce qui était fait à l'époque par des études de surface à Bagneux dans le groupe de Jean-Marie Moison et Françoise Barthes. Alors, le truc, c'est que on a, quand on voit comme ça que l'indium bouge, ça veut dire que ça va beaucoup changer les propriétés électroniques attendues. Et donc, l'idée qu'on a eue ensuite, eh bien, c'est de placer la monocouche soit près de la première interface, soit près de la deuxième. Dans un cas, ça rapproche de la barrière, dans l'autre cas, ça éloigne de la barrière. Et vous voyez effectivement que quand vous comparez les spectres obtenus ici, pour des échantillons où la monocouche est proche de la première interface ou proche de la seconde, vous voyez ici là que c'est complètement différent ce qu'on obtient. Donc ça veut dire qu'on peut sonder vraiment de façon très précise le profil de profil d'indium dû à la ségrégation en utilisant ce type d'échantillon. Ça a pris du temps en fait en tout pour finaliser, mais ça a donné là un bel échantillon ou un beau papier, pardon, où on mesurait très précisément ce profil de composition d'indium de la structure. Alors pourquoi je parle de ça? Je me suis beaucoup intéressé à la ségrégation pendant 3 ou 4 ans, mais la vraie raison, c'est que Jean-Yves, en regardant cet échantillon, a eu une idée que j'ai trouvée géniale sur le moment. À un moment donné, il me dit, mais
attends, mais ton truc, là, hyper localisé, là, en fait, t'es en train de faire une perturbation localisée. Donc, tu dois pouvoir mesurer les fonctions d'onde. Et là, d'un seul coup, je me dis, bah ouais, il a raison, c'est génial, c'est génial. Et donc j'ai foncé dans le labo. Et alors, quel est le principe quand même? Je vous explique le principe. Je vous ai dit que la probabilité de présence, la fonction d'onde qui nous donne la probabilité de présence de l'électron, elle est très très bizarroïde, hein. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez fabriquer un échantillon pour lequel que vous avez perturbé ça. Vous changez la composition juste sur une couche atomique. Donc vous ne pouvez pas rêver une perturbation plus localisée, hein. Donc ça va s'apparenter à une perturbation Dirac. Et quand vous regardez théorie des perturbations au premier ordre, ce que vous donne un Dirac, eh bien vous voyez que le déplacement du niveau concerné est simplement proportionnel à la densité de probabilité de présence de l'électron. Donc, si vous faites un échantillon de référence, un échantillon perturbé, eh bien, vous pouvez sonder les fonctions d'onde de l'électron à un endroit bien défini de la structure. Alors, si vous voulez avoir une belle carte, vous allez faire ça à plusieurs endroits. Et il a fallu que j'y apprenne à plusieurs fois. Et finalement, pour que ce soit suffisamment reproductible pour pouvoir conclure, il y a un jour où j'ai fait 10 échantillons dans la même journée. Les épitaxieurs apprécieront. Et j'ai commencé très tôt, j'ai fini très tard. Ça a donné en fait cette détermination de la densité de probabilité de présence de l'électron dans le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Ça a été publié dans le PRL vraiment, je sais que Jean-Yves était mais super content de ce résultat. C'est voilà, c'est élégant. Moi, j'ai trouvé que c'était une idée magnifique et une belle démonstration expérimentale. J'étais très content de faire ça avec lui. Et c'est rentré dans certains livres en fait de physique, parce qu'il faut savoir que votre premier TD de mécanique quantique, quand vous êtes à la fac, eh bien, c'est en général pour calculer les fonctions d'onde à l'intérieur d'un cube quantique unidimensionnel. Donc, après ça, franchement, les profs, ils peuvent sortir cette figure. C'est vrai. Alors, je raconte ça aussi parce que c'est quelque chose aussi qu'on apprend sur Jean-Yves. Eh bien, c'est ce qui suit. Suite à ce papier, donc, il y a le EP2DS qui est organisé à Grenoble et Jan Keschmann, qui était le chairman, euh, j'avais soumis un abstract, un résumé. Et puis, Jan Keschmann appelle Jean-Yves, qu'il connaissait bien, et lui dit, oui, Jean-Yves, c'est super ce que vous avez soumis. Et je voudrais que tu donnes une conférence, une présentation invitée. Et Jean-Yves Jean-Yves me regarde et il dit, ok, je te rappelle dans 5 minutes. Et donc, on en parle. Et puis, il sent que j'avais envie de lui donner ce talk, quoi. Il avait eu l'idée, puis j'avais fait l'échantillon, j'avais fait la photo, j'avais envie d'en parler. Et donc il appelle, donc il comprend tout de suite, vraiment. Donc il rappelle Yakesh en disant, écoute, on en a parlé, non, c'est Jean-Michel qui présentera cet exposé. Et là, j'entends Yakesh au téléphone, lui, il y avait le haut-parleur, qui dit, Jean-Yves, ok, mais je te préviens, s'il se plante, c'est à toi qu'on en voudra. C'était mon premier talk invité dans une grande conf. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais. J'ai répété 20 fois mon talk tout seul dans mon coin. C'est la dernière fois que j'ai pu répéter un exposé. Sinon, répéter, ça me donne la nausée. Je ne peux plus. Je suis plus possible. Donc, j'ai été sauvé de ça. J'ai été sauvé des répétitions d'exposés. Et non, ce que je voulais dire, c'est que Jean-Yves était vraiment un collègue qui ne tirait jamais la couverture à lui. Voilà. Donc, il était super content oui, non, il avait envie de pousser, de porter. Et voilà, puis on a présenté ça, je sais pas, 20 fois. Donc il a eu bien aussi l'occasion de présenter ça. Et c'était un sujet qui plaisait beaucoup à l'époque. Et voilà. Donc, il faut que je m'arrive aux boîtes quantiques, n'est-ce pas? Il serait temps. Peut-être, oui, allez. Ah oui, juste un tout petit truc quand même. Donc Jean-Yves, on vous a dit que
Ouais, oui. On vous a dit tout à l'heure que Jean-Yves, en fait, avait démontré qu'il y avait un alignement de bande particulier dans, dans INGS. Et en fait, ça avait été discuté, cette affaire. Notamment aux États-Unis, il y avait des gens qui, de façon un peu brutale, avaient dit, mais non, tout ça, c'est tout faux. Voilà, Mendes et Pinsuk. Et donc, la perturbation localisée a permis de montrer de façon définitive, en fait, que c'était bien une configuration de ce type. En fait, on a pris un bout du matériau cuit, on l'a mis dans le matériau de grand gap, là, et on voit que les trous lourds se déplacent d'un côté et la transition de trous légers se déplace d'un autre côté. Et ça n'est possible que si on a cette transition de type mixte. Donc, j'étais très content que cette manip marche parce que j'avais été très mécontent qu'on critique mon patron. Euh, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'arrive à la fin, à la fin de ma thèse en 90. Et donc, à ce moment-là, j'avais plusieurs opportunités, mais je décide de rester au CNET. J'étais payé par le ministère de la Défense. Et donc, j'ai dit de rester au CNET. Et puis, Jean-Yves me propose de travailler sur les boîtes quantiques obtenues par gravure et recroissance. Et je lui dis non. Pourquoi? Pas parce que j'étais particulièrement malin, mais juste parce que je voulais continuer, moi, à étudier, en fait, la croissance. Donc, je continue à m'intéresser un peu à la ségrégation d'indium, mais surtout à comprendre la formation des boîtes, des îlots, parce que je voulais rendre ça, reproductible. Et pour ça, il fallait comprendre. Alors, j'ai commencé par faire, un échantillon pour comprendre comment on passe de la croissance bidimensionnelle à la croissance tridimensionnelle. Et ça, cette idée, on sait que pour les petites épaisseurs, c'est bidimensionnel, pour les grandes épaisseurs, ça va être tridimensionnel. Donc, faisant un échantillon, on fait exprès de mettre une quantité variable d'indium, d'INAS. Et donc, il y aura une zone sur notre échantillon qui sera à croissance tridimensionnelle, une zone bidimensionnelle, et puis on va pouvoir regarder ce qui se passe entre les deux, comment on passe de l'un à l'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre. On a une zone ici, qu'on appelle maintenant, comme le disait Aristide hier, la zone frontière, où on a à la fois un signal de pic quantique et un signal de boîte quantique. Donc, il y a une coexistence de ces deux formes d'INAS de la zone frontière. Et en fait, euh, euh, on a eu 2 ans après, par AFM, une image de cette zone frontière. C'est Jean-Marie Moison, son équipe, avait obtenu ça. Et on voit effectivement ici cette zone bidimensionnelle avec des fluctuations d'une monocouche d'épaisseur. Et puis un endroit où, par hasard, pour le coup, on avait déposé un tout petit peu plus de matière parce que c'est un processus aléatoire. Et donc, la boîte quantique s'est formée à cet endroit-là en mangeant l'indium autour d'elle et un peu plus que l'indium, comme nous l'avons appris hier. Euh, et voilà. Mais alors, on peut aller. Alors ça a été ensuite étudié chez Petrov, à Santa Barbara, aussi par AFM. L'optique était venue avant, elle avait donné cet éclairage avant. Et en plus, ce que l'optique a pu donner, c'est une information clé sur la dynamique de formation des boîtes. Vous avez vu cette image avec l'îlot? Il est assez gros, en fait, à l'échelle de la molécule. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour le former. Donc, si on dépose le INAS et le GS après plus ou moins vite, on va obtenir des îlots plus ou moins gros. Donc, vous avez ici le résultat. Ici, là, je montre en fait l'énergie de luminescence de notre structure dans le milieu 2D. Bon, là, la vitesse, elle ne compte absolument pas, la vitesse de dépôt. Un puits quantique, c'est toujours le même, quelle que soit la vitesse. Ici, là, vous voyez que dans la zone où il y a des boîtes, eh bien, ça change. Et donc, à partir du moment où on a compris que la vitesse de croissance était un point clé pour la taille finale des boîtes, eh bien, figurez-vous que les propriétés des boîtes sont devenues parfaitement reproductibles. Et donc, à ce moment-là, eh bien, Jean-Yves, qui bossait par ailleurs sur les boîtes gravées, a dit, mais non, mais là, c'est quand même vachement bien cet objet, et on va revenir à fond dessus, et on va essayer de voir si ce sont réellement des boîtes quantiques, ces îlots.
Pourquoi je dis réellement des boîtes quantiques? Parce qu'il y a d'autres systèmes zéro-dimensionnels qui émettent des patates, hein. Par exemple, le centre NV défaut du diamant, vous avez là son émission, pour que ce soit pour un NV unique ou pour un ensemble de NV, il y a une énorme bande ici d'émissions assistées par phonons. Donc, c'est pas parce que vous êtes un système zéro-dimensionnel que vous allez émettre une raie discrète telle qu'on la souhaite, très fine telle qu'on la souhaite pour une boîte quantique. Donc, il fallait vraiment faire cette expérience où on prend une boîte et une seule, et on regarde ses propriétés, et on regarde si elle est effectivement, son émission, très fine ou pas. Et donc, c'est là qu'on a fait cette expérience. Jean-Yves connaissait bien la manip de Michel Horit sur les molécules uniques. Quand vous bossez sur des molécules dans un polymère, vous pouvez diluer à volonté vos molécules et les mettre à grande distance, donc elles sont faciles à isoler. Dans notre cas, nous avions des boîtes quantiques qui étaient assez denses sur la surface, et donc pour réduire le nombre de boîtes, eh bien, nous avons fabriqué en salle blanche ces structures gravées pour laquelle on pouvait jouer sur la taille et donc réduire à volonté le nombre de boîtes quantiques. Donc c'est comme ça, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est en trop là. Enfin, bon, c'est comme ça que, en fait, en réduisant le nombre de boîtes, on est arrivé dans des régimes où on n'avait plus qu'une ou deux boîtes quantiques dans la mésa. Alors, il y avait deux éléments, effectivement, qui nous ont permis à ce moment-là de conclure qu'on avait bien affaire à des boîtes quantiques. La première chose, c'est que, on avait des raies d'émission à 10 Kelvin qui étaient bien, c'était 10 fois plus petites que KT. Donc là, on est bien dans un régime d'émission d'un système 0D tel qu'on l'attend pour une boîte quantique. Et puis, on voit aussi, comme Léon l'a bien dit, que en fait, les boîtes quantiques, elles émettent des raies fines, certes, mais à des longueurs d'onde différentes, parce qu'elles ont toutes des tailles légèrement différentes. À cause de ça, et ça c'est aussi un effet quantique, bien sûr, c'est l'effet de variation de la taille. Donc, à cause de ces signatures vraiment du caractère quantique de la boîte quantique, maintenant, les îlots, parce qu'on les appelait les îlots, nous, entre nous, hein, c'est les îlots d'INS, et bien, maintenant, un îlot d'INS, on peut dire que c'est bien une boîte quantique. Donc, ce papier, on l'a dit, il a eu bon, alors, les premiers spectres n'étaient pas très beaux. Après ça, on a fait des bien plus beaux échantillons, notamment dans la zone frontière, pour laquelle on avait des boîtes quantiques très bien isolées. Et ça a été publié brillamment dans le rapport d'activité 95 du CNET. Vous apprécierez notre caractère pushy au niveau des publications. Donc, donc Joël Siller l'a rappelé hier, il y avait déjà d'autres systèmes de boîtes uniques qui avaient été étudiés, mais dont les raies d'émission étaient très larges. Donc, quand ces boîtes très fines qu'on observait ont été publiées, eh bien, en fait, l'activité de la communauté s'est recentrée très fortement sur ce type de boîte quantique. Et donc, j'essaie d'aller un petit peu vite. Et pour ça, je reviens à Web of Science et au suivi des citations, et vous comparez ici la vie du papier Goldstein et la vie du papier Marzin. Et vous voyez que, bon, corrélation n'est pas raison, mais cependant, sachant que nos principaux concurrents évitaient soigneusement de citer le papier Goldstein, vous pouvez en déduire que l'impact du papier de microphotolysis à l'échelle de la boîte unique a été très conséquent sur la reconnaissance de la contribution fondamentale de Léon, Jean-Yves, Franck en 85. C'est comme ça qu'on est sorti en fait de cette âge sombre des boîtes quantiques auto-assemblées. Alors, donc, il y a eu un énorme développement de la spectroscopie sur boîte unique. Il n'y a pas grand-chose parmi les systèmes solides qui soit connu avec la plus grande précision, décrit avec la plus grande exactitude que les boîtes quantiques aujourd'hui, hein. Et ça établit cette méthode de fabrication par rapport aux toutes les autres méthodes. Et pour moi, eh bien moi, j'ai vu tout de suite en fait le potentiel de ces atomes artificiels pour l'optique quantique. Alors je vais juste en dire deux mots. Il y a un élément de contexte très important, c'est qu'on l'a entendu, Jean-Yves est parti en 96 pour diriger le L2M.
il a laissé ses affaires dans le bureau en disant non, mais je reviendrai, je discuter, je sais pas faire. Bon, il était quand même vraiment, vraiment parti dans une nouvelle mission. Il était complètement engagé. Et je me suis, c'était peut-être pour me faire grandir aussi, hein, mais je me suis transitoirement retrouvé un peu seul. Et, euh, et puis, donc, le groupe était tout petit. Parce que voilà, j'étais avec un thésard, souvent un scientifique de contingent, par exemple, Aristide. Et donc, c'était vraiment un tout petit groupe. Et donc, impossible de continuer sans. Et puis, en plus, il y avait le tsunami qui arrivait là, de chez Bimberg et de Santa Barbara. Donc, il fallait vraiment faire des choix. Et il y a eu deux choix. Le premier, bon, et j'étais super content hier par tous les exposés qu'on a eus, parce que on avait choisi à l'époque avec de, de, de confier les études de fond sur les boîtes quantiques à tous nos collègues de la collectivité qui avaient envie de travailler là-dessus. Et ça a été merveilleusement fructueux. Et, et puis, pour ce qui me concerne, eh bien, de recentrer mon activité sur l'optique quantique. Euh, alors, juste optique quantique, pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, j'avais été exposé dans différentes conférences au concept de l'électronique dynamique quantique en cavité, le fait que quand vous mettez un émetteur en cavité, vous pouvez changer autant que vous voulez son émission spontanée. Vous pouvez l'accélérer, vous pouvez la ralentir, vous pouvez la rendre monomode. Et ça a intéressé beaucoup la communauté parce que l'émission spontanée, ça joue un rôle clé dans les LED, mais aussi dans les lasers. C'est elle qui allume le laser. Et donc, à l'époque, il y avait vraiment une volonté de faire des lasers qui utilisent ces concepts d'accélération d'émission spontanée en cavité. Et des objets, de très beaux objets, micropillés, microdisques, chrysophotoniques, avaient été développés pour ça. Et en allant donc en conf, j'avais réalisé que les cavités étaient là pour faire de l'électronique quantique dans un système solide, mais que l'émetteur n'était pas là. Donc, quand on a vu ces boîtes uniques très fines, 94, eh bien, j'ai aussitôt commencé à intégrer les boîtes quantiques dans des microcavités optiques pour essayer de développer en système solide ces concepts qui avaient été magnifiquement développés par Roche, Kleppner et les autres sur de vrais atomes. Donc là, on remplace les vrais atomes par des atomes artificiels dans des microcavités toutes semi-conductrices. Alors, on a commencé voilà, Jean-Yves était encore avec nous à l'époque. On avait commencé par bosser un petit peu avec les cristaux-photoniques. On avait un beau papier pionnier sur les cristaux-photoniques 2D. Mais en fait, ça paraissait très loin encore de la possibilité de faire des manips d'optique quantique. Donc, on a préféré partir sur des micropiliers qui étaient présents dans le laboratoire, qui avaient été développés par l'équipe de Jean-Louis Houdard pour faire des bistables avec Robert Kuzelevich. Et donc, j'ai essayé de faire des micropiliers contenant des boîtes quantiques en utilisant les recettes données par Thomas Rivera à l'époque. Ça, c'est les premiers micropiliers, pas les plus beaux, les plus lisses que vous ayez jamais vus, n'est-ce pas? Mais après quel du travail, notamment avec Laurence Ferlazzo, avec Eric Costard de Thomson CSF, eh bien, on a fait des micropiliers beaucoup plus beaux, beaucoup plus lisses déjà, et pour lesquels on a pu voir les modes de cavité et démontrer in fine donc l'effet Purcell, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais le fait que si des boîtes quantiques sont en résonance avec un mode de cavité, eh bien elles se mettent à émettre leurs photons beaucoup plus vite que si elles ne sont pas couplées au mode de cavité. Et ça, c'était donc la première démonstration de l'effet Purcell, cet effet d'accélération d'émission spontanée pour un émetteur dans un système solide. Alors, c'est la conclusion de ce papier, je disais en fait à quoi ça allait servir, en disant, bah oui, bah, si on accélère l'émission dans le mode de cavité, en fait, eh bien, on peut rentrer dans un régime d'émission spontanée monomode, où quasiment tout part dans le mode de cavité. Et ça va être particulièrement intéressant pour faire des sources de photons uniques.
Et puis, je, je disais là, oui, si on met une seule boîte et que on la met dans le micropilier, on devrait observer, comme pour un atome unique, un régime d'émission de photons un par un. Et en fait, après avoir publié ça, je me suis dit, ouais, mais enfin bon, comment tu fais là? Comment tu fais? Alors, il y avait une proposition qui avait été faite. Ben non, il y a déjà ce qu'on avait en tête, c'est que sur les atomes réels, et c'était fait par Alain Aspect, on peut facilement émettre des photons uniques ou des paires de photons en déclenchant des cascades radiatives. Vous excitez l'atome une fois, et puis vous allez obtenir ici ce que vous voulez derrière lorsque l'atome relaxe. Et la grande différence entre l'atome et la boîte quantique, c'est que l'atome, il stocke une seule excitation élémentaire, alors que la boîte quantique, elle peut stocker plusieurs paires électrons-trous. Et si, malencontreusement, vous avez mis plusieurs paires électrons-trous dedans, comment allez-vous faire pour ne récupérer qu'un photon? Et donc, Yamamoto avait proposé en fait une approche basée sur le blocage de Coulomb, où vous injectez exactement un électron et ensuite exactement un trou, et ça va vous donner exactement un photon. Ils ont essayé, en fait, ils n'ont jamais réussi à observer l'émission de photons un par un. C'est beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre. Et donc, l'idée que j'ai eue à ce moment-là, en discutant avec Bruno Guéral, c'est d'utiliser Coulomb, l'interaction de Coulomb, là où elle est la plus forte, c'est-à-dire dans la boîte quantique, là où l'électron et le trou sont le plus proches l'un de l'autre. Et donc, l'idée est la suivante. En fait, en fait, parce que les interactions sont très fortes entre électrons et trous dans la boîte, on voit très bien les règles qui correspondent à une excitation dans la boîte ou deux excitons dans la boîte. Donc, en fait, au cours de la cascade radiative, certes, votre boîte quantique va mettre plusieurs photons, mais ces photons sont émis à des longueurs d'onde différentes. Et en mettant un filtre, eh bien, vous allez pouvoir garder un seul photon chaque fois que vous excitez la boîte et que vous déclenchez une cascade radiative. Alors, cette proposition a été montrée pour la première fois à Cargèse, et j'avais dans la salle quelqu'un de particulièrement clever, Atachi Mamoudou, qui vient aussitôt me féliciter à la sortie en me disant, ouais, est-ce que tu as déjà publié cette belle idée? Je lui dis, ben, pas encore. Ah bah, tu sais, si tu t'appelais Yoshi Yamamoto, ça serait déjà publié. Et ma réponse a été, ben, moi, j'ai pas le pied dans la porte de Nature, et donc, je suis pas Yoshi Yamamoto. Je peux pas publier comme ça n'importe quelle proposition. Mais bon, j'ai gardé son commentaire en tête, et du coup, on a publié avec Bruno la proposition dans ce papier. Attach a très gentiment cité notre proposition 4 fois, quand dans le papier où il a démontré l'anti-bunching pour la première fois avec des photons uniques, et grâce à lui, notre proposition est citée 400 fois. Donc c'est pas trop mal pour un papier de proposition publié dans une obscure revue I3E. Et, euh, et puis, ah oui, alors le point important, c'est que Attach aussi, il a travaillé avec une boîte dans un microdisque. Et ça, c'est pas bon pour collecter les photons. Vous avez besoin de mettre la boîte dans une cavité qui a un diagramme d'émission bien directionnel pour les collecter efficacement. Donc, nous avons breveté avec Bruno et le Cédant, on a breveté en début de l'année 2000, en fait, la source de photonique telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec une ou quelques boîtes quantiques, la tiers d'un micropilier, une seule boîte couplée au mode de cavité, et puis bah, vous pouvez connecter avec une fibre, vous pouvez pomper électriquement si vous voulez. Bon, ok, toutes ces petites choses, vous connaissez bien maintenant. Et ce qui est bien, c'est que ce brevet, en fait, a été publié 8 mois avant la publication du papier d'Atachimagoulou. Donc, on peut dire que la source de photonique à boîte quantique est bien française. Et puis, on l'a faite aussi. Ça, c'était juste avant que je ne quitte Bagneux avec des semelles de plomb, je dois bien le dire. Et donc, nous avons, j'ai fabriqué en salle blanche avec les collègues cet objet, ce micropilier qui contient des boîtes quantiques avec une seule en résonance. Et puis, on a étudié cet objet avec Thésard, Emile Moreau, et puis Isabelle Robert et Iso Abraham.
Et donc ça, en fait, c'est la première source de photons uniques pour laquelle vous avez un comportement monomode grâce à Purcell et une très bonne collection des photons. Voilà, qui est 44% à l'époque, ce qui était remarquable pour l'époque. Et puis, on avait démontré aussi, à l'époque, le contrôle de la polarisation grâce à l'effet Purcell. En prenant une qualité élective, on est capable d'exalter soit l'émission X, soit l'émission Y de façon sélective et d'obtenir des photons très bien polarisés linéairement. Alors, ça, c'est peut-être, cette source de photonique, c'est peut-être en fait le dernier composant aussi optoélectronique qu'on ait inventé à Bagneux, n'est-ce pas? Et donc ça, je suis très fier qu'on ait pu faire ça avant que la salle blanche donc les salles blanches ne ferment. Moi, je travaillais à la salle blanche du L2M et je ne remercierai jamais assez le L2M pour l'accueil qu'il m'a fait à partir du moment où j'ai commencé à travailler en salle. Et puis, euh, et puis, ce que je voulais dire, c'est que après des développements euh, considérables, tant au niveau de l'énergie, de l'ingénierie, de l'évolution des concepts, des méthodes, le positionnement déterministe dont a parlé Pascal hier, tous ces remarquables développements qu'elle nous a montrés hier, eh bien, grâce à ça, cette petite source de pointable faite en l'an 2000 a pu devenir un composant commercial et je ne remercierai jamais assez Pascal d'avoir réussi à faire ça. Je trouve que c'est vraiment un magnifique achievement. Je trouve pas une magnifique réalisation. C'est vraiment formidable. Et je suis très content que grâce à ça, tout le potentiel des boîtes quantiques pour la photonique quantique ait pu être complètement démontré encore une fois, au fruit d'un effort de très long terme. Et bien, bien, bien. Et donc, il est l'heure d'arriver à la page des remerciements. Il y a beaucoup de remerciements ici, personnes avec qui j'ai collaboré, mais je voudrais surtout, surtout remercier tous les collègues du CNET et du L2M pour la magnifique ambiance qu'il y avait à l'époque dans le groupement scientifique. Ça a été 15 années, 15 années merveilleuses pour moi où j'ai énormément appris simplement par exemple le fait que les séminaires étaient des séminaires partagés entre nos trois départements concepts fondamentaux, microélectronique, optoélectronique, ça brassait les idées. On était exposé aux problématiques de nos copains qui développaient des lasers ou des modulateurs. C'était extrêmement enrichissant, extrêmement, extrêmement, extrêmement stimulant. Et puis, bien sûr, donc, merci à Jean-Yves parce que il m'a énormément appris. Jean-Yves était quelqu'un, quand il prenait un problème, il ne le lâchait pas avant d'avoir compris, avant d'être sûr. Ça, il me l'a donné. Euh, voilà, voilà, et je pense très souvent à lui, très souvent à sa façon de travailler en tant que chercheur. Il reste pour moi une grande source d'inspiration aujourd'hui. Voilà, donc on a passé 10 ans ensemble, et quand il est parti au L2M, je peux vous dire que moi, j'étais pas du tout pressé qu'il s'en aille, en disant on n'avait pas eu le temps de s'engueuler, donc il manquait quelque chose, quoi. Hein. Voilà. Et puis, pour finir, eh bien, voilà, on a parlé d'une école des boîtes quantiques. J'espère qu'elle va vivre encore très longtemps. La France a vraiment un lien particulier avec les boîtes quantiques auto-assemblées, grâce, first of all, à Léon. Et puis, vive aussi le mariage nanosciences et nanotechnologie, quelque chose qui était porté à Bagneux, quelque chose qui est porté aujourd'hui au C2N. Et donc, je souhaite de tout cœur le meilleur au C2N parce que c'est l'enfant de Jean-Yves, c'est son héritage là aussi. Donc merci à tous.
Jean-Michel pour ce papier tellement complet et plein d'émotions. Merci, Véro. Des questions. Voilà. Aristide. Aristide, le fils. Merci Jean-Michel. Au moment de la mise en évidence de l'émission par des boîtes uniques, Oui. en fait, je crois que vous avez eu beaucoup de doutes et tu m'avais raconté vous aviez regardé différents types de substrats pour voir s'il n'y avait pas des émissions liées Ah, à... oula. Oui, alors, il y avait effectivement, on a eu quelques problèmes. On a commencé en 92, hein, cette histoire, et on a fini en 94. Un des premiers problèmes, ça a été effectivement les substrats qui avaient un fond un fond de luminescence dans les mêmes zones. Donc ça, c'était très ennuyeux. Et finalement, après ça, on a pu travailler avec certains substrats qui, eux, étaient très propres en émission. L'autre problème que je n'ai pas mentionné, c'était le choix du détecteur. Quand on a essayé en 92 pour la première fois, et Jean-Yves m'a dit, et c'est donc, eh bien, en fait, on a bossé avec une magnifique diode germanium Judson Infrared, et qui est très bon dispo, mais qui est quand même relativement bruyant. Et donc, quand on arrivait en dessous de 500 watts, eh bien, on était dans le bruit. Donc, il a fallu acheter des photodiodes silicium avalanche, petit 1, petit 2, décaler l'émission des boîtes quantiques du côté des hautes énergies pour que les SPAD répondent bien. Et là, première matinée, on avait nos spectres de boîte unique. Donc ça a été les deux. Effectivement, mais tu as raison, j'avais oublié cette histoire de substrat. Il faut vraiment avoir un fond d'émission très propre si on veut pouvoir sortir la contribution des boîtes uniques. Merci Jean-Michel. Non, je reviens sur le CQID là. Donc tu disais, tu as été inspiré par Roche et Kleppner. Donc ça c'est la partie physique atomique. Donc ça ok, mais c'est de l'autre côté en fait. Donc du coup, il fallait aussi savoir qu'il y avait ces cavités qui existaient par ailleurs alors c'est pas de la microélectronique, en optoélectronique et qui étaient déjà là et que voilà. Donc Eh c'était ben, peut-être. ça c'est le CNET. Ça, c'est le CNET. Si tu veux, il y avait des activités on suivait ce qui se passait, par exemple, sur les VCSEL. On regardait ce qui se faisait à Bell Labs. Bell Labs avait travaillé sur les micropiliers pour les VCSEL et pour les bistables. C'était le boulot de Jewel en 85-87. Et donc le CNET avait bondi sur les micropiliers à ce moment-là, parce que c'était vraiment très prometteur. McCall en 92 avait développé les premiers microdisques. Et si tu connaissais l'expression du facteur de Purcell, tu faisais ton ordre de grandeur et tu voyais bien que le facteur de Purcell était bien supérieur à 10, enfin même. Non, donc c'était là. C'était là, il fallait trouver le bon émetteur. Alors les gens avaient essayé de mettre des puits quantiques, c'était une vraie catastrophe parce que quand tu graves un pilier par exemple, eh bien, la recombinaison elle se fait sur les surfaces, tu as beaucoup de non-radiatifs et donc les temps de vie que tu vois sont complètement inexploitables. Ils trouvaient en fait des accélérations du temps de vie qui étaient bien supérieures à ce que prédisait Purcell, simplement parce que c'était du non-radiatif qui intervenait à fond. Donc tu vois, il a vraiment fallu à ce régime où on utilise des boîtes, des, des, des émetteurs zéro-dimensionnels indépendants, parce qu'elles ne se causaient pas les unes aux autres, les boîtes, hein. Et bien voilà, pour observer Purcell. Et utiliser un ensemble de boîtes, en fait, c'était plutôt astucieux, parce que quand on travaille sur une boîte unique, on ne sait jamais si elle est particulière ou pas. Elle peut peut-être être un peu plus... Bon. Donc, travailler avec l'ensemble, tu regardes des boîtes qui sont en résonance, tu regardes des boîtes qui sont pas en résonance, tu les compares, et là, si tu vois une différence, c'est forcément un effet intrinsèque. Donc, bon, l'effet est plus faible parce qu'il est moyenné, mais tu es absolument certain qu'il est intrinsèque. Et après ça, tu passes aux études sur boîtes individuelles comme on l'a fait pour le papier Single Photon Source de APL 2001.
Oui, un petit commentaire là. Je pense qu'à un moment, entre les deux raies qui étaient, le ray de l'exciton et du B-exciton qui étaient émises, Oui. il y en a une à plus haute énergie, on ne sait jamais laquelle c'est. Et il y a eu une très belle manip faite, je crois, par Pascal et Loïc, je crois, ou ce sont tes arts, en fait. Euh, En fait, c'est évident que le biexciton se recombine 2 fois plus vite que l'exciton. Oui, l'exciton, effectivement, C'est très joli. il se recombine un peu plus vite que l'exciton, absolument. C'est vrai. Mm. Pas d'autres questions? Vous avez très faim. On va peut-être. Pas de questions, bonne question. Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Michel.